Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la partie 2 de notre chapitre H3 sur l'ouverture atlantique au XVe et XVIe siècle. Alors, dans la première partie, nous avions vu qu'il y avait de grands voyages d'exploration qui étaient menés principalement par les Espagnols et les Portugais. Ces voyages d'exploration étaient menés avec plusieurs objectifs. Poussés par ces différentes causes, différents voyages vont être réalisés et vont permettre de découvrir de nouvelles terres, parmi lesquelles, évidemment, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, qui ne sait pas qu'il est en Amérique d'ailleurs, à tel point qu'il est persuadé d'arriver en Inde, c'est qu'il nomme ces nouvelles personnes qu'il rencontre, les populations locales, les Indiens. C'est d'ailleurs pour ça que c'est resté dans le vocabulaire commun comme les Indiens. Vasco da Gama qui fait le tour de l'Afrique pour arriver en Asie, ou encore Magellan qui réalise le premier tour du monde. Maintenant que nous avons posé ces bases, nous allons voir dans cette deuxième partie la conquête, puis l'exploitation de ces nouvelles terres par les Européens et surtout par les Espagnols et Portugais. Alors, cette seconde partie s'intitule La constitution des premiers empires coloniaux européens. Tout d'abord, avant même de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un empire colonial? Un empire colonial est composé de plusieurs colonies, comme son nom l'indique. Alors, une colonie, c'est un territoire qui a été conquis, puis qui est exploité par un pays étranger. L'ensemble de ces colonies forme alors un empire colonial, c'est-à-dire un ensemble de territoires qui sont exploités et administrés par un pays étranger. Donc, ces premiers empires coloniaux vont être fondés par l'Espagne et le Portugal à travers le monde. Attention à ne pas confondre ces empires coloniaux avec ceux du XIXe siècle, notamment l'empire colonial français ou encore britannique. Pour la France, par exemple, je pense à la colonisation du Maghreb avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Nous ne sommes pas du tout à la même époque, il y a quelques siècles de différence. Ici, on parle bien des premiers empires coloniaux. Alors tout d'abord, les territoires qui viennent d'être découverts, en Amérique notamment, vont être conquis de façon très rapide, très violente, c'est véritablement brutal, et cela va pouvoir donner naissance à nos empires coloniaux, nos premiers empires coloniaux espagnols et portugais. Avant l'arrivée des Européens, l'Amérique est déjà peuplée. On estime qu'il y a entre 50 et 100 millions d'habitants alors sur ce continent complètement à l'écart du reste du monde. Ces peuples sont parfois organisés dans des empires très puissants. Ils ont fondé d'importantes civilisations. Nous ne sommes pas face à des peuples complètement dispersés, pas d'organisation, etc. Bien au contraire. Parmi tous les empires organisés en Amérique, les trois plus puissants ne sont autres que les Mayas, les Aztèques ou encore les Incas. Alors, ces civilisations, vous les connaissez, puisqu'aujourd'hui encore, il reste des vestiges de ces dernières. Par exemple, si vous vous rendez au sud du Mexique, vous pourrez aller vous balader au milieu des anciens temples aztèques. De même, si un jour vous allez visiter le Pérou, vous pourrez aller vous balader dans l'ancienne cité Inca du Machu Picchu. Nous avions déjà parlé de ce site lorsque nous avions évoqué le tourisme à travers le monde. Donc, si aujourd'hui vous visitez les vestiges, les restes de ces civilisations, vous vous doutez bien qu'elles ont été détruites par les Européens qui ont envoyé ce que l'on appelle des conquistadores, c'est-à-dire des chefs d'expédition militaires, qui ont alors fait la conquête de ces territoires, de ces civilisations, et les ont détruites. Parmi tous ces empires, nous allons zoomer sur l'exemple aztèque et découvrir ce qu'il y avait, comment ces Aztèques étaient organisés et comment ils ont été détruits par le conquistador espagnol nommé Hernán Cortés. Donc tout d'abord, l'Empire aztèque, vous voyez, on est à l'époque au sud du Mexique actuel. Les Aztèques sont un peuple venu du nord du Mexique et qui ont progressivement étendu leur domination sur plusieurs peuples qui habitaient alors sur place et ont construit un immense empire très puissant au sud du Mexique, en soumettant les autres peuples. Alors, cette civilisation s'organise autour d'une capitale qui a été fondée en 1325 et qui s'appelle Tenochtitlan. Alors, Tenochtitlan, c'est en réalité l'ancêtre de ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Mexico, puisque cette ville Mexico a été construite après par les Espagnols sur les restes de la capitale aztèque, Tenochtitlan. Donc, quand les Espagnols arrivent au centre de ce territoire aztèque, ils découvrent une immense capitale, c'est-à-dire que c'est une ville peuplée par 300 000 habitants, c'est-à-dire une des plus grandes villes du monde à cette époque.
et on est sur une ville absolument merveilleuse et extrêmement riche. Tenochtitlan est entourée par les lacs, vous l'avez ici, et en fait, tout autour, on a des jardins flottants dans lesquels on va cultiver différentes plantes, alors totalement inconnues des Européens, comme notamment le cacao. Le cacao est consommé par les Aztèques et surtout par les nobles aztèques sous forme de boisson chocolatée que vous connaissez aujourd'hui désormais. De fait, lorsque les Espagnols arrivent à Tenochtitlan, ils sont éblouis, émerveillés par cette immense cité, cette immense capitale qui est Tenochtitlan. Tenochtitlan est la capitale de l'empire, c'est là où on trouve donc l'empereur aztèque, chef politique de cet empire, mais c'est également un grand centre religieux. Les Aztèques sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux, mais pour eux, il y en a un au-dessus de tous, c'est le dieu du soleil et de la guerre. Pour les Aztèques, ce dieu est mortel. S'il décède, c'est la fin du monde inévitable. Donc il faut sans cesse le régénérer, le nourrir, et pour cela il faut lui apporter du sang humain. Puis les corps sont jetés du haut du grand temple vers le sol. Ces sacrifices sont parfois spectaculaires. Par exemple, on parle de plusieurs dizaines de milliers de victimes lors de l'inauguration du grand temple à Tenochtitlan. Par la suite, de temps à autre, des repas anthropophages sont organisés par les Aztèques. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'est simple. Parfois avec les corps gisants des victimes, on organise des repas dans lesquels on va déguster de la chair humaine. Voilà. Les victimes sont choisies très souvent parmi des peuples ennemis des Aztèques contre lesquels ils sont en guerre, ou encore sur des peuples qu'ils ont soumis. Et donc, hop, ils vont voir ces peuples et ils enlèvent plusieurs personnes pour après leur ouvrir le thorax et en donner le cœur à leur dieu du soleil et de la guerre. C'est charmant, n'est-ce pas? Alors, enfin, on continue. Nos Aztèques maîtrisent également l'écriture. C'est là que je vous dis que c'est véritablement des civilisations très puissantes. Cette écriture, vous l'avez ici, c'est sous forme de hiéroglyphes, c'est-à-dire de petits dessins. Donc, on est face à une civilisation extrêmement puissante. Entre 1519 et 1521, cet homme, Hernán Cortés, espagnol, au profit de la couronne d'Espagne, réalise donc la conquête de cet empire et va totalement le détruire. Alors, comme vous le voyez sur le titre, juste ici, cette conquête va durer très longtemps. Elle va prendre 3 années, car il va y avoir différents rebondissements, comme vous allez le voir tout de suite. Donc, Hernán Cortés, un militaire espagnol, avait tout d'abord été envoyé à Cuba afin de réaliser la conquête de l'île. Une fois à Cuba, il entend parler d'immenses réserves en or à l'intérieur des terres. Il décide donc de partir avec 500 hommes, des chevaux et des armes, parmi lesquelles notamment une dizaine de canons. Hernán Cortés et ses hommes débarquent donc sur le continent, dans la ville de Veracruz, au bord du littoral, en 1519. Ils pénètrent progressivement dans les terres et font très rapidement la connaissance de la civilisation maya. Les Mayas sont alors effrayés par les armes à feu dont disposent les Espagnols et se rendent très vite. Ils offrent aux Espagnols de nombreux cadeaux, de nombreux présents, et notamment une vingtaine d'esclaves mayas, parmi lesquels une femme qu'Hernán Cortés va choisir comme sa maîtresse et qui servira d'interprète avec les populations autochtones qu'ils rencontreront par la suite. Ils continuent donc leur traversée, pénètrent davantage dans les terres et font la découverte d'un nouveau peuple juste ici. Ce peuple n'est pas le peuple aztèque, ils sont en réalité ennemis des Aztèques puisque les Aztèques leur imposent de lourds tributs. Ils doivent notamment leur donner de l'or et de l'argent et que les Aztèques n'hésitent pas non plus à aller se servir chez eux pour prendre des victimes qui serviront à donner à manger à leur dieu du soleil et de la guerre. Donc une grande bataille a lieu, les Espagnols parviennent à soumettre ce peuple et les survivants les informent qu'un empire encore plus puissant, disposant de nombreuses richesses, est présent à l'intérieur des terres, l'Empire aztèque. Les Espagnols repartent alors avec de nouveaux hommes, puisque certains des autochtones se sont rejoints à eux afin de détruire les Aztèques, et ils arrivent à Tenochtitlan. Et ils arrivent donc à Tenochtitlan, ils sont ébahis par la beauté des lieux, par la richesse, et contre toute attente, ils sont très bien accueillis par les Aztèques qui voient ces hommes arriver comme des envoyés de leur propre dieu. Ils décident donc de leur offrir tout de suite de l'or. Ils les autorisent à fonder une chapelle pour pouvoir prier et ainsi rendre hommage aux dieux chrétiens. Et tout semble bien se passer. Sauf que très rapidement, les Espagnols se disent que
Les Aztèques ne leur disent pas tout, leur cacheraient des trésors, car ils ne reçoivent pas suffisamment d'or. Des tensions sont donc créées. Et un soir, le soir de la Noche Triste, la nuit triste, en 1520, l'un des officiers de Cortés se persuade qu'un complot est organisé et que les Aztèques se préparent à attaquer les Espagnols pour les massacrer. Il prend donc les devants et décide alors d'aller assassiner les prêtres aztèques, les nobles aztèques ainsi que l'empereur aztèque Moctezuma. Les Aztèques réagissent de suite et le conflit éclate. Les Aztèques supérieurs numériquement, évidemment, massacrent alors les Espagnols. C'est pourquoi on parle de Noche Triste, car de nombreux hommes espagnols vont mourir. Hernán Cortés et ses hommes se replient alors très rapidement car ils seraient tous morts. Cortés se fournit alors en nouveaux hommes, notamment chez les peuples autochtones, et décide en 1521 de retourner à Tenochtitlan et de réaliser le siège de la ville pendant 3 mois. Les Aztèques finissent par se rendre, la capitale Tenochtitlan est complètement rasée et on construit à la place la ville de Mexico sur le modèle des villes espagnoles. Par exemple, le grand temple aztèque dans lequel on célébrait les sacrifices humains est rasé. À la place, on édifie une cathédrale. Même la résidence de l'empereur aztèque est transformée en palais royal pour les rois d'Espagne. C'en est donc terminé de l'empire aztèque. Autre conquistador, Pizarro, que vous avez juste ici, et qui, tout comme Cortés, va réaliser la conquête d'un empire. Cette fois, il s'agit de l'empire Inca. Cette conquête se fera également de façon très violente. Le territoire devient alors possession à nouveau de l'empire d'Espagne. La victoire des conquistadores s'explique par différents éléments. Tout d'abord, il y a une supériorité militaire évidente, car ils disposent des armes à feu. De plus, ils utilisent les chevaux. Ces chevaux font très peur aux Amérindiens. Par ailleurs, il y a également l'effet de surprise, évidemment, puisqu'on voit ces hommes arriver de nulle part, qui d'un seul coup attaquent et conquièrent les territoires. Et enfin, dernier élément très important, ces conquistadores sont parvenus à exploiter les dissensions, les tensions qui existaient entre les populations autochtones, comme vous l'avez vu avec Cortés, qui n'a pas hésité à prendre parmi ses hommes des soldats d'autres peuples ennemis des Aztèques afin de détruire les Aztèques ensemble. Grâce à toutes ces conquêtes, réalisées de façon brutale et violente, l'Espagne et le Portugal parviennent à fonder d'immenses empires coloniaux, comme vous les voyez juste ici. Alors, regardons tout d'abord la couronne espagnole. Les rois d'Espagne ont un empire immense en Amérique, notamment tout ce qui est en figuré de surface orange. Ils prennent également la possession des îles Canaries et réussissent en 1565 à réaliser la conquête des Philippines et ont donc une colonie en Asie. Le Portugal, quant à lui, a multiplié les comptoirs sur les côtes africaines, comme vous voyez ici, a également pris la possession de différents territoires dans l'océan Indien et dispose d'une partie de l'actuel Brésil. À côté, les autres pays européens, les autres puissances européennes comme la France et la Grande-Bretagne sont complètement lésées. Leurs tentatives de conquête se soldent quasiment toujours par des échecs. Au XVIe siècle, nous avons donc deux grands empires coloniaux qui se sont construits, l'Espagne et le Portugal. Toutes ces conquêtes et la constitution des empires coloniaux d'Espagne et du Portugal vont avoir de lourdes conséquences sur la constitution des populations d'Amérique. Je vous rappelle que 100 ans plus tôt, l'Amérique, continent inconnu, n'était peuplée que par des populations autochtones, les natifs, que l'on nomme également les Amérindiens aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'Amérique voit l'arrivée de nombreux Européens. Parmi ces Européens, on trouve des missionnaires. Les missionnaires, ce sont des religieux envoyés par la couronne d'Espagne ou du Portugal qui viennent prêcher la parole divine, qui viennent christianiser par la contrainte les populations autochtones. C'est-à-dire que ces Amérindiens sont dans l'obligation de se convertir au christianisme. Ils sont notamment baptisés en masse pour qu'ils cessent de croire en leur propre Dieu. Autre Européen qui arrive, évidemment, ce sont les colons. De nombreux colons portugais et espagnols vont s'installer dès lors dans les nouvelles colonies de ces couronnes, notamment parce qu'ils sont portés par ce mythe de l'Eldorado. Ça vient de l'espagnol aussi, de ce qui est doré, c'est-à-dire qu'en fait, on va raconter qu'il y a des tonnes et des tonnes d'or, et en effet, il y a de l'or, et donc ça va pousser de nombreux colons européens à venir s'installer en Amérique afin de faire fortune. Les colons, une fois installés, vont donc employer les Amérindiens, puis les Africains, on le verra,
dans les mines d'argent, les mines d'or, mais également dans des grands champs, dans des grandes exploitations comme vous avez ici de canne à sucre. C'est la mise en place d'une économie de plantation qui est destinée tout simplement à l'exportation de ce sucre vers l'Europe. Conséquence de tout cela, évidemment, sur les populations autochtones, sur les populations amérindiennes, elles sont tout simplement décimées. Par exemple, la population mexicaine, en 100 ans, a diminué de 90%. Pourquoi est-ce qu'on a une chute brutale de la population autochtone? Évidemment, il y a la violence de la conquête dont on a parlé juste avant, avec des massacres, de la torture organisée, etc. On a également la mise en place du travail forcé. Les colons n'hésitent pas à faire travailler jusqu'à la mort les Amérindiens, notamment dans les mines d'argent ou d'or. Mais surtout, ce qui explique la mort de tant d'Amérindiens n'est autre que le choc microbien. C'est-à-dire que les Amérindiens vont être confrontés à de nouvelles maladies amenées par les Européens qu'ils ne connaissent absolument pas, parmi lesquelles la rougeole ou encore la variole. Leurs corps ne sont donc pas immunisés et ils tombent malades et en décèdent. Puisqu'il n'y a quasiment plus d'Amérindiens à exploiter, notamment dans les champs de canne à sucre, il faut trouver une nouvelle main-d'œuvre que l'on va pouvoir faire travailler, parfois jusqu'à la mort, et c'est là que l'on va aller chercher les esclaves venus d'Afrique. C'est le début de fait de cette traite négrière de tous ces Noirs africains que l'on emmène en Amérique pour travailler de façon forcenée, en situation d'esclavage réel en Amérique. Ainsi, jusqu'en 1650, depuis les conquêtes, on estime qu'1 million d'Africains arrivent en Amérique. Attention, ce chiffre n'est pas le total de tous les esclaves d'Afrique arrivés en Amérique, pas du tout. C'est simplement sur la période que nous étudions dans ce chapitre. Par la suite, l'esclavage va encore continuer jusqu'au XIXe siècle. Les populations d'Amérique vont se métisser. On va avoir des colons blancs qui débarquent. Il va aussi rester des populations amérindiennes, populations autochtones. Et nous allons avoir aussi des Noirs africains qui vont arriver par le biais de l'esclavage. De fait, évidemment, il y aura des croisements et des enfants vont naître de ces unions. Alors, néanmoins, on n'est pas sur le monde des bisounours. Nous ne sommes pas dans ces sociétés où tout le monde est sur un même pied d'égalité. Pas du tout. On va avoir la mise en place de sociétés extrêmement hiérarchisées selon un ordre colonial, en sachant que, à la tête de cette hiérarchie, on va trouver les blancs. Très clairement, les blancs. Et en dessous, juste en dessous, on va trouver les métissés. Hop, et tout en bas de la hiérarchie sociale, les populations autochtones et les Noirs. Et encore aujourd'hui, de nombreuses sociétés américaines portent cet héritage de façon désastreuse, notamment au Brésil, qui est le dernier pays à avoir aboli l'esclavage au monde, et où on a encore véritablement une hiérarchie dans la population. En effet, si vous regardez les chiffres, encore aujourd'hui, les populations les plus pauvres sont noires ou issues des populations amérindiennes natives au départ de ces terres. Nous avons donc terminé la partie 2 de cette leçon H3. Je vous souhaite donc une très bonne journée et on se retrouve pour la partie 3 et dernière partie de ce chapitre.